Le fil info. Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires. Une clinique publique offre des subscriptions aux patients pour des services rapides. La clinique Albert and Parliament, une clinique publique de Regina, offre des abonnements payants aux patients qui souhaitent obtenir des services médicaux plus rapides. Cette manœuvre fait en sorte que la clinique est désormais la cible de plusieurs critiques. Cecilia Renz raconte qu'elle a été bouleversée en lisant un courriel envoyé par la clinique qui était intitulé « Gardez votre médecine en activité ». Le courriel encourageait plutôt les patients de la clinique à s'inscrire aux différents abonnements offerts par Health Eon, un partenaire tiers de Albert and Parliament. Deux types d'abonnements étaient proposés dans le courriel, soit un abonnement de base qui coûte 29,99 ou un abonnement essentiel de 49,99. Les services pris en charge par Hilton et inscrits dans le courriel sont entre autres des services plus rapides grâce à l'intelligence artificielle, l'accès à une seconde opinion médicale en moins de 2 semaines, une meilleure expérience en tant que patient grâce à une équipe de soins de santé et l'accès à un réseau de plus de 4000 spécialistes en soins de santé. 6 millions de Canadiens sont sans médecin de famille. Ne devenez pas un patient orphelin, ajoute le courriel. La directrice provinciale de la Saskatchewan Health Coalition, Crystal Lewis, affirme qu'il y avait de nombreux points alarmants dans le courriel transmis aux patients. La Saskatchewan Health Coalition défend le droit des patients en Saskatchewan. Bien que cette manœuvre est une source de frustration pour Crystal Lewis, elle dit comprendre les motivations des cliniques qui se sentent obligées d'offrir ce genre d'abonnement. Dans un bref courriel, le ministère de la Santé de la Saskatchewan a affirmé qu'il était au courant de la situation et qu'il se penchait sur le dossier. D'ailleurs, la clinique a supprimé toutes les mentions de son partenariat avec Health Eon de son site internet. Les enseignants signent officiellement leur convention collective lors d'une cérémonie. Cet été, près de 70% des enseignants admissibles ont voté et 95% d'entre eux se sont prononcés en faveur de l'entente. Les représentants des enseignants du Manitoba se sont réunis au Musée canadien pour les droits de la personne mercredi pour signer leur toute première convention collective. Cet accord concerne les 37 divisions scolaires anglophones, mais des négociations sont toujours en cours pour la division scolaire francophone manitobaine. Cet accord conclu avec le Manitoba School Board Association en juillet regroupe tous les enseignants dans un seul et même contrat, à l'exception de ceux qui travaillent au sein de la division scolaire francophone manitobaine et des unités de négociation fédérales. Le président de la Manitoba Teachers Society, Nathan Martindale, n'a pas hésité à parler d'un accord historique devant une salle remplie d'enseignants, de négociateurs et de représentants du gouvernement provincial. L'accord concerne 16 000 enseignants des écoles publiques et sera en vigueur jusqu'au 30 juin 2026. Il prévoit notamment une augmentation de salaire et de nouveaux congés. Le sous-ministre de l'Éducation et de l'apprentissage de la petite enfance, Brian O'Leary, qui a participé aux négociations avant de rejoindre le gouvernement provincial, a souligné le travail complexe des négociateurs en chef, soulignant leur volonté de trouver des compromis. Il a ajouté que ces négociations ont permis de construire une meilleure relation entre les enseignants et la province. La présidente de la Manitoba School Boards Association, Sandy Nemeth, a voulu souligner la ténacité et la volonté de s'y tenir des participants aux négociations. La négociatrice en chef de la Manitoba Teachers Society, Arlene Filowich, a rappelé que les enseignants de division scolaire franco-manitobaine n'étaient pas inclus dans ces négociations et dans la signature de cet accord car la loi 45 les exclut. Les points de négociation portent notamment sur les salaires et les temps de préparation des journées de travail selon la négociatrice. L'incendie de Jasper a causé 880 millions de dollars de pertes assurées. Le Bureau d'assurance du Canada estime à 880 millions de dollars les dommages assurés dus à l'incendie de forêt dévastateur qui s'est déclaré le mois dernier à Jasper, dans les Rocheuses albertaines. Ce montant comprend les dommages subis par des habitations, des entreprises et des véhicules. Selon le Bureau d'assurance du Canada, le brasier qui a brûlé dans le parc national Jasper et qui a détruit une partie du village est le sinistre le plus coûteux de l'histoire des parcs nationaux du Canada. Rob Dupuis, directeur national du Bureau d'assurance du Canada, a mentionné que dans les années 1980, 90 et 2000, son secteur payait en moyenne des centaines de millions de dollars par an en cas d'intempéries. Au cours de la dernière année, ce chiffre a largement dépassé les 2 milliards de dollars. Il croit par ailleurs que des catastrophes récentes telles que les dégâts d'eau à Montréal, les inondations en Ontario ou encore la tempête de grêle dans la région de Calgary pourraient dépasser Jasper en dommages d'assurance. Rob Dupuis indique qu'il y a eu environ 2500 demandes d'indemnisation de la part des sinistrés
de Jasper jusqu'à présent. Un programme d'enlèvement des débris résidentiels est en cours pour aider les habitants à rechercher les objets de famille dans les décombres. Selon M. Dupree, plus de 300 propriétés se sont inscrites au programme jusqu'à présent. L'objectif est de débarrasser tous les débris d'ici au 30 novembre en donnant la priorité aux propriétés commerciales. Rico Demota, conseiller municipal de Jasper, indique que certains habitants sont préoccupés par les polluants atmosphériques. Rob Dupree recommande également aux habitants de choisir des entreprises d'assainissement qualifiées pour s'assurer que leur propriété est nettoyée de façon adéquate. En Colombie-Britannique, des parents inquiets du manque d'accès au programme d'immersion française. Le nombre d'élèves inscrits en immersion française dans les écoles publiques de la Colombie-Britannique est en diminution selon des chiffres de l'organisme canadien Parents for French. D'après ce réseau de bénévoles qui valorise la langue française, il y a 1902 élèves en moins dans ce programme scolaire cette année par rapport à 2019 et 2020. Il y a eu une petite mais constante baisse du nombre d'élèves inscrits en immersion française dans les écoles publiques de la province au cours des 4 dernières années, constate Alex Hughes, président du Canadian Parents for French, qui promeut l'immersion française en Colombie-Britannique et au Yukon. Dans un communiqué, lorsqu'on compare les années 2019-2020 et 2023-2024, les plus fortes diminutions touchent les commissions scolaires du Lower Mainland, soit celles de Vancouver, de Coquitlam, de Surrey, de Burnaby et de Langley. Ensemble, ces commissions représentent 63% de la diminution du total du nombre d'élèves en immersion française au cours des 4 années depuis 2019-2020, affirme un communiqué de Canadian Parents for French. Par ailleurs, la proportion d'élèves inscrits en immersion française en Colombie-Britannique est passée sous la barre des 9% au cours des 2 dernières années. Et ce que mentionne Alex Hughes, ce n'est pas une tendance à laquelle on s'attend lorsqu'on voit la popularité continue de l'immersion française et la liste d'attente dans plusieurs districts scolaires. Jason Ho, le directeur général de Canadian Parents for French en Colombie-Britannique et au Yukon, explique cette réduction des inscriptions par une baisse de l'offre pour le parcours d'immersion française. Les inscriptions pour les cours de français de base ont de leur côté continuellement augmenté depuis 10 ans. Pour la seule année scolaire 2023-2024, il y a eu 4500 nouveaux élèves inscrits en français de base. Tony Bruchette, directeur exécutif de l'Armée du Salut à Yellowknife, a récemment pris la parole devant le Comité du développement social de l'Assemblée législative pour exposer les défis croissants de la crise du logement dans les territoires du Nord-Ouest. Bruchette a insisté sur le fait que le logement doit être reconnu non seulement comme un droit humain fondamental, mais aussi comme un élément crucial de dignité et de sécurité pour les populations les plus vulnérables. Il a souligné que le logement adéquat ne se limite pas à un simple abri, mais doit être considéré comme un environnement sûr et stable qui permet aux individus de vivre en paix. Cette vision va au-delà des 4 murs englobant une communauté qui offre soutien et sécurité. Bruchette a rappelé que la loi sur la stratégie nationale sur le logement de 2019 consacre le logement en tant que droit humain, ce qui oblige les décideurs à prioriser les groupes les plus fragiles. L'intervention de Bruchette a également mis en lumière les obstacles systémiques qui perpétuent l'itinérance dans la région. Il a critiqué les insuffisances des logements de transition qui ne permettent pas aux personnes de sortir durablement de la précarité en raison d'un soutien trop limité dans le temps. En outre, il a pointé du doigt l'absence de services adéquats en santé mentale et en toxicomanie, un problème exacerbé par un système mal adapté aux besoins spécifiques des personnes en situation de précarité. Bruchette a plaidé pour une coordination accrue entre les gouvernements, les ONG et les communautés autochtones, soulignant l'importance d'intégrer les savoirs et les pratiques autochtones dans la conception des solutions. Il a insisté sur la nécessité de répondre aux besoins uniques des populations locales tout en respectant leur culture. Malgré les défis, Bruchette a exprimé un optimisme prudent, suggérant que des droits significatifs pourraient être réalisés avec un financement adéquat et une collaboration renforcée. Il a cité des exemples de modèles réussis ailleurs au Canada en appelant leur adaptation pour les territoires du Nord-Ouest. La Cour de justice du Nunavut infirme la décision d'un ministre. L'entreprise touristique Weber Arctic pourra récupérer ses permis d'exploitation selon la décision d'un juge de la Cour de justice du Nunavut, infirmant ainsi la décision du ministre du Développement économique et des Transports David Ekiagok. La décision du juge Fayaz Ali Bae, qui met fin à 2 années de procédure entre l'entreprise et le territoire, conclut que le ministre, en confirmant en appel la décision du ministère, n'a pas respecté le processus décisionnel approprié. Selon la Cour, le ministre a donné d'une part trop de poids à la position de l'organisation locale de chasseurs et de trappeurs qui s'opposent aux activités de l'entreprise. D'autre part, la compagnie n'a pas été informée de toutes les préoccupations identifiées sur ses activités, l'empêchant d'y répondre. Weber Arctic, basé à Yellowknife, exploite un gîte et des excursions touristiques dans le nord de l'île Somerset depuis l'été de l'année 2000. En 2022, le gouvernement du Nunavut a refusé de renouveler ses permis d'exploitation, la laissant depuis incapable
incapable de recevoir des clients ou de faire la promotion de ses services. L'entreprise a fait appel de la décision au ministre David Akiagok en 2023 tel que le prévoit la procédure. Ce dernier s'est rangé du côté de ses fonctionnaires. La compagnie s'est ainsi tournée vers les tribunaux, la cause ayant été entendue en juillet dernier. Dans sa décision en 2022, le ministère du Développement économique avait indiqué avoir été informé de préoccupations sur l'impact environnemental de l'entreprise. Les préoccupations avaient été directement soulevées par l'organisation de chasseurs et de trappeurs de Resolute Bay qui accusait les activités telles que le vol vers le gîte ou les excursions en mer de perturber les caribous et les belugas. Dans la révision de la décision, le ministère avait alors exigé de l'entreprise qu'elle obtienne le soutien de la municipalité de Resolute Bay et de l'organisation de chasseurs, mais seule la municipalité avait offert son appui. Le fil sportif. Un simple procure la victoire aux Argonauts. Le batteur de précision Lirim Hajrullahu a réussi un simple au dernier jeu du match pour permettre aux Argonauts de l'emporter 20-19 sur les Rough Riders de la Saskatchewan jeudi à Toronto. Cette rencontre marquait le retour au jeu du carrière Chad Kelly, suspendu depuis le début de la saison. Les visiteurs ont pris possession du ballon à leur ligne de 8 verges, mais à la suite d'un sac et d'une passe incomplète, ils ont botté le ballon de leur ligne d'une verge avec 26 secondes au quatrième quart. Le retour de bottée de 12 verges de Janarion Grant a placé les Argonauts à 37 verges de la zone payante avec 16 secondes à écouler au cadran. Les Rough Riders sont dans un profond creux de vague. Ils n'ont pas connu la victoire à leurs 5 derniers affrontements. Il s'agissait du premier match de Chad Kelly cette saison. Il a été suspendu pour 2 matchs préparatoires et au moins les 9 premiers matchs de la campagne pour avoir enfreint la politique de la Ligue canadienne de football en matière de violence fondée sur le genre. La 14e édition de la soirée francophone des Gold Eyes, qui était présentée par la Société de la francophonie manitobaine, s'est déroulée mardi. 2 sections complètes du Parc Blue Cross ont été réservées pour les partisans francophones lors de cet événement. 1 heure avant le début de la partie, les partenaires et commanditaires de la soirée francophone des Gold Eyes ont installé des kiosques afin de discuter avec les partisans sur place. Glenn Simard, le ministre du Sport, de la Culture, du Patrimoine et du Tourisme et ministre responsable des Affaires francophones, était à la soirée pour effectuer le lancer protocolaire. Roger McGroarty passe des Jets aux Pingouins. Les Jets de Winnipeg et les Penguins de Pittsburgh se sont échangés des espoirs offensifs jeudi dernier. La formation canadienne a fait l'acquisition de Braden Yager contre les droits de l'attaquant Roger McGroarty. Yager a été le choix de premier tour, 14e au total des Pingouins lors du repêchage de la LNH en 2023. Le hockeyeur de 19 ans a récolté 35 buts et 60 mentions d'aide en 57 matchs de saison, en plus d'avoir amassé 27 points en 20 matchs éliminatoires avec les Warriors de Moose Jaw dans la Ligue canadienne de l'Ouest la saison dernière. Il a aussi ajouté 6 points en 4 rencontres pendant le tournoi de la Coupe Memorial. Il a été nommé dans l'équipe d'étoiles de la compétition. Les Alouettes de Montréal tiennent les Elks d'Edmonton en haute estime. Depuis le début de la saison, les Alouettes de Montréal forment l'équipe à battre dans la Ligue canadienne de football. Depuis 3 semaines, les derniers adversaires des Alouettes leur font la lutte à ce titre. Dans un rare match présenté un dimanche soir au stade Percival Molson, les Alouettes ont accueilli les Elks d'Edmonton qui viennent de gagner 3 victoires consécutives au pointage total de 122-69. L'entraîneur-chef du club montréalais Jason Mass a révélé plusieurs points positifs chez la formation albertaine qui, selon lui, aide à expliquer ses récents succès, d'autant plus que les Montréalais avaient dû travailler d'arrache-pied pour gagner 23-20 sur le terrain des Elks le 14 juin. Eh bien, le dernier dimanche, les Alouettes de Montréal ont remporté le match 21-17 face aux Elks d'Edmonton. Le Rouge et Noir bat les Lions de la Colombie-Britannique 34-27 et demeure invaincu à domicile. Une solide prestation en deuxième demi a aidé le Rouge et Noir d'Ottawa à récolter une victoire de 34-27 contre les Lions de la Colombie-Britannique samedi soir et prolonger sa séquence de matchs sans revers à domicile. Le Rouge et Noir enregistre une fiche de 5 victoires, aucune défaite et une défaite en temps supplémentaire à la place TD à Ottawa. Pour leur part, les Lions ont une fiche de 5 victoires et 6 défaites, ont subi une 5e défaite de suite et une 2e d'affilée avec Nathan Work au poste de quart arrière. Pour le Rouge et Noir, Drew Brown a complété 28 de ses 37 passes pour des gains de 390 verges. Il a lancé 3 passes de toucher et a été victime d'une interception. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boréal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.